Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. L'ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Avant son départ d'Abidjan, il a été reçu ce vendredi par le président Alassane Ouattara. Le diplomate coréen a salué l'excellence des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire, une coopération bilatérale qui sera renforcée. Ce 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse, une journée célébrée dans plusieurs pays, notamment en Côte d'Ivoire. Des centaines de journalistes et acteurs des médias ont fait des processions pour marquer cette célébration de la liberté. La Côte d'Ivoire a gagné 11 places en passant de la 82e à la 71e place sur 180 pays selon Reporters sans frontières. Le dossier vu d'ici de ce 20h nous plonge dans l'univers des enfants de la rue. Comment vivent-ils? Pourquoi sont-ils dans la rue? En Côte d'Ivoire, les statistiques dénombrent plus de 4000 enfants vivant dans la rue. Comment réussir leur réinsertion? Nous ferons un tour dans les centres d'accueil qui travaillent à transmettre des valeurs à ces enfants. Après 2 jours de violence post-électorale, le calme est revenu à Cotonou, capitale béninoise. Militaires et policiers sont toujours déployés au carrefour stratégique pour prévenir d'éventuelles violences. Le bilan des derniers incidents s'est alourdi à 4 morts. Soyez les bienvenus sur RTI 1. L'ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Avant son départ d'Abidjan, il a été reçu ce vendredi par le président de la République, Alassane Ouattara. Le diplomate coréen a salué l'excellence des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire, une coopération bilatérale qui sera renforcée, comme nous l'explique Awa Touré. L'ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Le diplomate coréen est venu faire ses adieux au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. L'occasion aussi de réaffirmer la détermination de son pays à œuvrer au renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée. On a discuté avec son Excellence Monsieur le Président sur plusieurs points de sa collaboration. Tout d'abord, comment promouvoir notre investissement, y compris investissement par le secteur privé. Et aussi, on a discuté notre politique intercoréenne pour dénucléarisation à travers le dialogue et la paix. Et aussi, on a discuté de relations bilatérales et coopération bilatérale dans plusieurs domaines. Rappelons que l'ambassadeur de la République de Corée a présenté ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara le 30 mai 2016. Dans l'actualité nationale également, s'est tenu ce vendredi un Conseil national de la sécurité. Je vous propose le communiqué lu par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre Sidiki Diakité. Communiqué du Conseil national de sécurité. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé le jeudi 2 mai 2019 une réunion du Conseil national de sécurité. L'ordre du jour a porté sur les points essentiels suivants. 1. La situation sécuritaire générale. 2. Les préparatifs du déploiement du bataillon pilote projetable. 3. La sécurisation des frontières. 4. La lutte contre la criminalité forestière, en particulier le trafic illicite du bois de veine. 5. La situation du traitement du dossier du riz avarié. Au titre de la situation sécuritaire générale, suite à une présentation des faits marquants par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a noté avec satisfaction la baisse de l'indice général de sécurité qui se situe à 1,1 pour le mois d'avril 2019. Cette amélioration de l'environnement sécuritaire est consécutive aux multiples opérations de sécurisation menées par l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Le Conseil national de sécurité a également pris acte du bon déroulement des opérations de sécurisation de la fête de Pâques 2019, de la lutte contre les coupeurs de route
et de la lutte contre la fuite des produits agricoles vers les pays limitrophes. S'agissant de l'opération de lutte contre la fuite des produits agricoles vers les pays limitrophes, le président de la République a donné instruction aux ministres concernés à l'effet de mettre les moyens nécessaires à la disposition de la Gendarmerie nationale pour la poursuite de cette opération. Au titre du bataillon pilote projetable, le Conseil national de sécurité a été informé par le chef d'état-major général des armées de l'évolution des préparatifs du déploiement du bataillon pilote projetable sur le Mali au titre de la MINUSMA. Le président de la République s'est réjoui des avancées notables enregistrées et a donné instruction au ministre d'État, ministre de la Défense, ainsi qu'au ministre des Affaires étrangères, à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue du respect des délais fixés par l'Organisation des Nations Unies pour le déploiement de ce bataillon au Mali. Au titre de la sécurisation des frontières, le chef d'état-major général des armées a présenté au Conseil national de sécurité le nouveau schéma de sécurisation des frontières en vue de prévenir les menaces terroristes et les incursions à nos frontières. Le président de la République a donné les instructions pour la mise à disposition des moyens nécessaires à la mise en œuvre de ce nouveau schéma de sécurisation. Au titre de la lutte contre la criminalité forestière, le ministre des Eaux et Forêts a fait un exposé sur la mise en place et le bilan des activités de la Brigade spéciale de surveillance et d'intervention, BSSI, notamment sur le trafic illicite du bois de Vène. Plusieurs saisies ont été opérées et les contrevenants ont été traduits devant les juridictions. Le président de la République s'est réjoui de ces résultats et a demandé l'accroissement des effectifs de cette unité ainsi que l'intensification des actions de la BSSI sur toute l'étendue du territoire national. Aussi, le Conseil national de sécurité appelle l'ensemble des opérateurs de la filière forêt-bois au respect scrupuleux de la réglementation forestière en vigueur. Au titre de la situation du traitement du dossier du riz avarié, le Conseil national de sécurité a été informé par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité du dossier des 18 000 tonnes de riz avarié déchargées au port autonome d'Abidjan. Les premiers résultats des enquêtes diligentées ont conduit à la prise des mesures ci-après. 1. La destruction des 18 000 tonnes de riz avarié. 2. La prise de sanctions à l'encontre des sociétés Olam International et Alimentation Toumoudi, respectivement vendeurs et acheteurs de la marchandise incriminée. Le président de la République a donné instruction aux ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions idoines pour la conclusion des enquêtes au plus tard le 15 mai 2019 en vue de permettre de situer les responsabilités et de prendre toutes les sanctions qui s'imposeront. À l'issue de la réunion du Conseil national de sécurité, le président de la République a adressé ses félicitations à l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour les excellents résultats obtenus et les a exhortés à maintenir cette dynamique. Fait à Abidjan le jeudi 2 mai 2019. Voilà, c'était le communiqué du Conseil national de la sécurité lu pour vous par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre Sidiki Diakité. Nous sommes le 3 mai aujourd'hui et c'est la journée mondiale de la liberté de la presse, une journée célébrée dans plusieurs pays, notamment en Côte d'Ivoire. Le rôle des médias dans la démocratie et les élections est le thème de cette 26e journée qui a mobilisé, vous allez le voir, les journalistes et plusieurs acteurs des médias réunis au stade de la haute fréquence de la télévision ivoirienne ici à Cocody. Les journalistes ont été invités à tremper leurs plumes dans l'encre de la paix pour promouvoir la démocratie. Stéphane Loboué, Issa Tchonayeo. Vêtus de blanc,
Les journalistes, les étudiants en journalisme et acteurs des médias ont célébré la 26e édition, la Journée mondiale de la liberté de la presse. Occasion pour le président de l'UNJCI, Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Par ailleurs, porte-parole des organisations professionnelles de saluer la progression de la Côte d'Ivoire dans le classement mondial de la liberté de la presse. Notre pays a fait un bond qualitatif. De la 82e place l'année dernière, la Côte d'Ivoire occupe la 71e place. Elle gagne ainsi 11 points. Ce rang est sans nul doute la preuve que des efforts ont été faits. C'est pourquoi, au nom des acteurs des médias, je voudrais exprimer nos remerciements au président de la République, Alassane Ouattara, qui a permis ces acquis. La représentante du bureau de l'UNESCO, au nom de la secrétaire générale de l'organisation, a exhorté les journalistes à continuer d'œuvrer pour la démocratie. Nous devons agir ensemble pour protéger la liberté d'expression et la sécurité des journalistes. L'existence de médias libres, pluralistes et indépendants est une condition indispensable au bon fonctionnement des démocraties. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tchomoko Touré, a indiqué que la libéralisation des médias est une réalité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, IDT ne fait qu'attendre que les éditeurs amènent leur signal dans son box pour que la TNT soit reçue par tous nos différents concitoyens dans leur foyer. Panel et partage d'expériences sont les activités qui ont marqué cette journée mondiale de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Et cette journée mondiale de la liberté de la presse célébrée ce 3 mai vise entre autres à défendre l'indépendance de la presse et à rendre hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession. En Côte d'Ivoire, la célébration a été marquée notamment par des défilés des journalistes et acteurs des médias dans la rue. La Côte d'Ivoire a gagné, je rappelle, 11 places en passant de la 82e à la 71e place sur 180 pays et selon Reporters sans frontières. On retrouve Issa Tchonayeo. C'est devant la maison de la radio-télévision ivoirienne RTI que les journalistes ont démarré la marche commémorative de la 26e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Sur 3 km dans les rues de Cocody, les journalistes, membres de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI, et des personnalités ont marqué leur attachement à la liberté fondamentale pour les hommes des médias d'exercer leur métier. La liberté est un concept. Quand vous ne l'avez pas, il faut la conquérir. Et quand vous l'avez, il faut la préserver. Et c'est ce sens-là que nous donnons à cette marche. En dehors des capacités intellectuelles et physiques, il faut que le journaliste soit dans une super forme physique. Ensuite, parce que célébrer la liberté de la presse, c'est un pilier pour le fonctionnement de tout État de droit. La Côte d'Ivoire en est un. Et donc aujourd'hui, c'est une occasion importante pour que les acteurs de ce métier, qui jouent un rôle fondamental pour la régulation et pour le bien-être de l'ensemble des populations, se retrouvent et marquent d'une pierre blanche cette journée pour dire que la presse a toujours besoin de nouvelles conquêtes. La Côte d'Ivoire a fait de nombreux progrès, mais il y a toujours des conquêtes. Et donc ensemble, nous allons avancer et consolider la liberté de la presse dans notre pays. Considéré à la fois comme le quatrième pouvoir et le contre-pouvoir par excellence, la presse est un levier important de la promotion de la démocratie et la paix. Les participants de cette marche ont donc salué le choix du thème de cette édition, le rôle des médias dans la démocratie et les élections. L'État de Côte d'Ivoire a fait un bon pas en avant en matière de protection des journalistes dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Et nous voulons que la tendance aille dans le sens du renforcement de l'indépendance de la profession de journaliste et du renforcement du débat démocratique. Cette année, la Côte d'Ivoire a gagné 11 places dans le classement mondial 2018 de la liberté de la presse. De la 82e place, elle occupe désormais la 71e place. Et voilà tout ce que l'on pouvait dire ce soir sur la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Journée commémorée, vous l'avez vu, par plusieurs journalistes et acteurs de médias en Côte d'Ivoire pour défendre leur liberté et leur indépendance.
La mairie d'Abobo s'attelle à rendre la circulation plus fluide dans la commune pour le bonheur des usagers. Pour y arriver, le maire d'Abobo, Ahmed Bakayoko, a rencontré les transporteurs de sa commune. Ces derniers se sont engagés à être disciplinés et à respecter les règles de conduite pour une meilleure fluidité sur les voies. On en sait plus avec Ahmed Traoré et Moussa Konaté. Rond-point de la mairie dans la commune d'Abobo. Ces véhicules stationnés en pleine chaussée attendent les passagers. Une situation qui n'est pas du goût des usagers. Quand on garde de manière anarchique, ça amène les automobiles à circuler difficilement. C'est pas bon. Si on pouvait vraiment faire l'effort de mieux garer, ça allait nous plaire tous. Autre lieu, le carrefour Banco. L'occupation anarchique des voies est bien visible. La situation est préoccupante. Les autorités municipales décident d'agir. Une rencontre avec les acteurs du transport de la commune pour ensemble apporter une solution au problème. Pour les transporteurs, nous, on n'a pas de problème. Nous sommes en phase avec la mairie. Tout simplement, nous avons demandé la mise en place d'un comité de travail qui va définir les véhicules qu'on va les enlever en bordure de route. Il faut les recaser. Et je pense que cela a été bien compris par monsieur le premier magistrat. Le transport, secteur pourvoyeur d'emploi, l'activité très pratiquée dans la commune d'Abobo, contribue également au rayonnement économique. Pour le premier magistrat de la commune, Ahmed Bakayoko, il est important d'assainir le milieu. Le transport, c'est le cœur de l'activité économique d'Abobo. Beaucoup de gens aujourd'hui nous appellent, nous félicitent pour voir que Abobo c'est transparent, Abobo c'est propre, la voie est dégagée. Mais c'est vous qui pouvez nous aider à faire en sorte qu'il n'y ait pas de recolonisation. Ce que je veux, c'est vraiment offrir l'expérience d'une transformation profonde d'une cité en difficulté, avec des quartiers précaires, mais qui renaît et qui est une belle cité et où les gens aussi vivent bien, ils vivent mieux. Au terme de cette rencontre, les transporteurs d'Abobo se sont engagés à libérer les emprises pour rendre la circulation. Et nous continuons notre voyage dans ce 20 heures par la magie des caméras. Nous nous rendons sur le pont en construction sur le fleuve Tanoé à la frontière de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Les travaux avancent très bien. Le pont sera bientôt inauguré. L'annonce a été faite par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku. Il était en visite sur le terrain et il a également évalué les travaux de bitumage de l'axe Grand Bassam-Nzinkro. Francis Boifo. Axe Grand Bassam Nzinkro, 45 km, non loin de Bonoua, dans la région du Sud Comoé. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier est sur le chantier. L'entreprise qui a travaillé entre Bassam et Nzinkro était défaillante. Elle a été remplacée par une autre entreprise. Nous sommes venus aujourd'hui pour voir l'état d'avancement des travaux. Je pense que les travaux avancent très bien. Les 8 premiers kilomètres ont été complètement traités, la circulation est aisée. D'ici 2 mois, donc d'ici mi-juin, les travaux seront entièrement terminés. Après Nzinkro, direction Noé, frontière Côte d'Ivoire-Ghana. Un nouveau pont a été construit sur le fleuve Tanoé. C'est un pont qui a une longueur d'environ 150 mètres. Il y a des travaux qui ont été faits côté ghanéen sur environ 500 mètres pour se raccorder à l'ouvrage. Et du côté de Noé, nous avons donc une traversée de Noé en 2x2 voies sur environ 1,5 km. Il y a des plateformes qui ont été aménagées pour le stationnement des camions, pour les commerçants. Nous sommes venus visiter ces travaux. Nous constatons que cet ouvrage est bien fini. Nous attendons que l'arrivée du chef de l'État pour l'inauguration très bientôt. Ce qui va certainement augmenter le trafic entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, 2 pays qui entretiennent d'excellentes relations de coopération dans divers domaines. Nous faisons maintenant un détour à Aboisseau, capitale de la région du Sud Comoé, où des travaux de réhabilitation et de bitumage des voies sont aussi en cours. Hier jeudi, le ministre des Affaires étrangères et son collègue de la Santé et de l'Hygiène publique étaient sur le terrain pour apprécier l'état d'avancement des travaux. Toujours sur place à Aboisseau, un pont a été construit sur la Bia. On retrouve notre reporter Francis Boifo. En route pour Noé, frontière Côte d'Ivoire-Ghana, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a fait une escale sur le pont de la Bia à Aboisseau, dans la région du Sud Comoé. Amédée Kofi Kwaku a voulu s'assurer que l'ouvrage réalisé répond aux normes.
Dans la commune d'Aboisseau, une dizaine de kilomètres de voies a été déjà bitumée et 7 autres kilomètres en voie de bitumage. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, et le président du conseil régional du Sud Komoué, Aka Awole, tous deux fils de la région, ont effectué une visite de terrain. Aboisseau est en train d'être transformé. Le ministre Aka Awole et moi-même avons engagé des démarches depuis plusieurs années. Et au fur et à mesure que les travaux se font, nous venons sur le terrain constater leur avancement. Mais en plus d'Aboisseau, il est prévu également 5 à 7 km à Beaunois, 5 à 7 km à Adiéké, le bitumage de rue Jantan, 5 km à Yamé, 5 km à Maféré et également au moins à peu près 5 km à Bassam. Donc nous sommes entièrement pris en compte. Et ce n'est pas tout. Bientôt, le lancement des travaux de 2 infrastructures pour le bonheur des populations. Dans moins de 2 semaines, on va faire le port de la première pierre du centre hospitalier régional d'Aboisseau. Dans moins de 2 semaines, pour plus de 28 milliards de francs CFA. Et puis, dans quelques temps encore, il y aura le port de la première pierre du lycée d'excellence de jeunes filles à Aboisseau, après celui de Grand Bassam. Nous voudrions vraiment remercier le président de la République et lui rendre hommage parce que dans la discrétion, loin du tumulte politicien, loin du brouhaha politicien, il travaille au bénéfice des populations. Donc nous sommes venus regarder, nous avons vu, nous sommes satisfaits et nous voulons lui dire merci au nom des populations du Sud Komoué. Merci pour ce qu'il fait pour le Sud Komoué, merci pour ce qu'il fait pour toute la Côte d'Ivoire. Les travaux réalisés ou en cours de réalisation visent à transformer Aboisseau en une véritable capitale de région. Et sur place ici à Abidjan, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, effectue une visite de terrain dans des quartiers à Yopougon. L'objectif de cette visite est de lancer un axe de la politique d'approvisionnement en eau potable dans toutes les communes du district d'Abidjan. C'est le programme gouvernemental Eau pour tous. Jean Magagui, Didier Nguessan, nous donnera plus de détails dans nos prochains journaux. Le dossier VDC de ce 20 nous plonge dans l'univers des enfants de la rue. Comment vivent-ils? Pourquoi sont-ils dans la rue? En Côte d'Ivoire, les statistiques dénombrent plus de 4000 enfants vivant dans la rue. Comment réussir alors leur réinsertion? Nous ferons un tour ce soir dans des centres d'accueil qui travaillent à transmettre des valeurs à ces enfants orphelins, rejetés ou maltraités. Le dossier VDC est signé ce soir, Sephora Zegui et Franck Quadio. Commune de Koumassi. Il est 9h. Nous avons rendez-vous avec l'un des responsables du foyer Don Bosco, un centre dont la mission est de sortir de la rue les enfants et de les replacer dans leur famille d'origine. Ce matin, la mission consiste à sillonner la commune de Port-Boué. Michel, le chef d'équipe, nous amène avec lui. Nous avons 2 objectifs. Le premier, c'est rencontrer les enfants, échanger avec eux, et les écouter. Il y a aussi un autre objectif, c'est de retrouver un enfant qui était dans notre centre qui a fait une fugue. Il est 10h que nous arrivons à Port-Boué. La journée de Michel commence. Bonjour madame. Ok, on est passé ce matin vous voir. Voir si on n'a pas quelques enfants dans les parages ici, quoi. Dans ce cybercafé pourtant, les enfants y sont nombreux d'habitude. Direction l'Albatros, un quartier à proximité du marché. 2 minutes plus tard, Michel retrouve un enfant qui avait fugué depuis 1 mois. Asso, viens, viens. Ça fait un moment qu'il a quitté le foyer. Mais c'est toujours intéressant de retrouver un enfant qu'on connaît. Non loin de l'Albatros, l'équipe de Don Bosco retrouve d'autres enfants dont l'âge varie entre 14 et 22 ans. Pour ces enfants, une fiche signalétique. Il s'agit de prendre en compte leurs besoins, éventuellement établir un contact avec leurs parents. Ici, nous, on dit, on veut t'accompagner à la maison, on veut faire ta réinsertion familiale. Est-ce que tu es prêt? De jour comme de nuit, des enfants s'abandonnent à la rue. Ce jeune homme y a grandi et grâce à l'intervention du foyer Don Bosco, il a retrouvé sa famille. La rue reste pour lui un vieux souvenir. Je regrette d'avoir quitté la maison un jour sans dire à mes parents où j'étais. Ils se sont mis à pleurer, à me chercher. Je leur demande pardon de ça aussi. Place du marché de nuit. Un autre dortoir pour les enfants de la rue. Certains sont orphelins,
d'autres issus de familles recomposées. À notre passage, nous n'en trouvons aucun. Les vendeuses et commerçants de ce marché nous informent qu'on peut les trouver en bordure de lagune. Tout à l'heure, les enfants viennent ici prendre leur douche. Quand ils sont là, tout de suite, ils nous reconnaissent et ils viennent vers nous. Où on les identifie et puis bon, on va vers eux, on échange avec eux. 13h, fin de mission. De retour au foyer, Michel dresse le bilan d'une journée d'activité. On peut dire que, bon, c'est pas négatif quoi. Parce qu'on a pu rencontrer quelques enfants. C'est vrai qu'on espérait en voir un peu plus. On va faire un travail avec cet enfant qu'on vient de retrouver. On va faire beaucoup de sensibilisation pour qu'ils comprennent que bon, la place d'un enfant, ce n'est pas dans la rue. Au foyer Don Bosco, seuls sont admis les enfants qui ont entre 7 et 13 ans. Ils sont scolarisés et entièrement pris en charge par le foyer. 2 actions de rue sont initiées par semaine. L'une, les mercredis matin et l'autre, les vendredis soirs. Vendredi soir, justement, il est 20h, direction Cocody Saint-Jean. L'objectif de cette présence, ramener pour cette nuit le maximum d'enfants au foyer Don Bosco. Comme précédemment à Port-Boué, séance de recensement et sensibilisation pour briser l'attachement des enfants à la rue. Si tu n'es pas garçon, tu ne peux pas. Tu peux avoir ton âge, si tu dois aller te coucher, ils vont venir te voler. Actuellement, je suis là à regretter. Je veux bien partir à l'école, mais mon papa ne veut pas rester. La rue est un danger. Dans les marchés, à différents carrefours, des enfants visibles partout. Ils laissent entendre qu'ils n'ont pas choisi ces lieux de vie. Pour leur salut, l'existence des foyers d'accueil où il leur est donné gîte et couvert et mieux. Ils sont scolarisés. Ceux qui bénéficient de l'existence du centre Don Bosco ont retrouvé de l'espoir. Depuis que le centre du foyer Don Bosco, ma vie a changé. Ils ne volent plus. Je vais à l'école sans clader, CE2. Mon rêve, c'est de grandir. Il y a devenu quelqu'un de mes puis je vais rentrer en famille, je vais aider mes parents. Grâce aux actions du foyer Don Bosco et de 6 autres du même genre dans le pays, ces enfants de la rue bénéficient d'une seconde chance dans la vie. Leur bienfaiteur, le voici, ce religieux diplômé en psychologie. D'abord, ils passent à une maison qui s'appelle une maison de passage, non? De premier accueil. Là, on fait un peu d'alphabétisation et mise à niveau. Petit à petit, on les met en confiance. Sortir les enfants de la rue et les rendre à leur famille et aussi sensibiliser les parents. Une mission qui est loin d'être de tout repos quand les soutiens financiers font défaut. Et nous avons besoin de personnel surtout. Je pense que l'État peut nous donner quelque chose aussi à nous. On dit une ONG qui ouvre un centre, c'est parce qu'il a les moyens. Ce n'est pas nécessairement parce qu'il a les moyens, c'est parce qu'il est sensible à ces problèmes. Les foyers Don Bosco tirent de leurs actions des satisfactions modèles. Illustration Jean-Marc, alias Petit Jésus, un ancien pensionnaire du foyer Don Bosco de Koumassi. Aujourd'hui artiste-chanteur, le jeune homme s'était retrouvé dans la rue à l'âge de 12 ans. Il est parvenu à la quitter et arrive à présent à se prendre en charge. Aujourd'hui, c'est la musique qui me nourrit. Dans la maison, c'est la musique qui la paye. Tout ce que je fais, c'est la musique. Et donc, pour éviter ce phénomène-là de 1, il faudrait que des parents soient plus responsables. C'est le défaut qui amène les enfants à faire certaines choses. Au ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, le phénomène des enfants de la rue est une réalité que l'on n'occulte pas. Mais à ce jour, aucun centre d'accueil sous tutelle. Les services de ce département ministériel travaillent en synergie avec les ONG présentes sur le terrain. Quand nous référençons ces enfants-là dans ces ONG, le ministère apporte à ces ONG un soutien en vivres et non-vivres et en produits pharmaceutiques de première nécessité. En 2018, le gouvernement a pu sortir de la rue 182 enfants qu'il a placés dans des centres d'accueil. Il continue de mener des actions pour endiguer ce problème social. Et nous avons pu acquérir des promesses de terrain. Aujourd'hui, ce qui reste, c'est la mise à disposition des financements pour la construction de ces centres pour faire la prise en charge de 600 enfants par centre. Selon le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, 4174 enfants vivant dans la rue sont identifiés. Le défi est aujourd'hui au niveau national la création de centres spécialisés dans la prise en charge des enfants et adolescents vulnérables. Une tâche pour le moment réalisée par les organisations non gouvernementales locales. Et dans ce domaine, le foyer Don Bosco fait office de pionnier. Voilà, la place des enfants n'est pas du tout dans la rue. Un dossier réalisé pour vous par Sephora Zegui et Franck Quadio.
Mauvaise nouvelle, un incendie s'est déclaré ce vendredi dans l'après-midi à la direction du contrôle financier au plateau. On ne déplore heureusement aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. Les sapeurs-pompiers ont réussi à maîtriser les flammes. L'origine de l'incendie est encore inconnue. Une enquête est ouverte par les services de la police. Ailleurs, à l'étranger, après 2 jours de violence post-électorale, le calme est revenu à Cotonou, capitale béninoise. Mais militaires et policiers sont toujours déployés au carrefour stratégique pour prévenir d'éventuelles violences. Le bilan des derniers incidents fait état de 4 morts. Notez que l'opposition n'a pas participé au scrutin législatif de ce week-end. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à 20h.